Bonjour Pauline, bonjour, enchanté. Alors, l'idée dans ces entrevues qu'on a commencé à mettre en place au sein de la revue, c'est de revenir sur certains pans du travail et de la recherche de nos invités. Là, en l'occurrence, revenir un petit peu sur vos recherches que vous menez donc, au sein de ce champ particulier qui est l'histoire des sensibilités, que parfois vous déclinez en parlant d'histoire des affects et des imaginaires. En l'occurrence, là, ces recherches, vous les menez à l'Université de Bourgogne, au sein de laquelle vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine. Alors, on vous reçoit à un moment un peu particulier de votre parcours d'historien, puisqu'en fait, vous êtes au centre d'une actualité éditoriale qui s'est jouée en deux temps. Un premier temps à la rentrée 2020, au moment où vous publiez à la découverte, dans la collection à la source, un ouvrage sur Gaspard Hauser, Gaspard l'Obscur ou L'Enfant de la Nuit, un ouvrage donc, dans lequel vous dépliez le cas Gaspard Hauser, qui est donc ce jeune homme de 17-18 ans qui apparaît en 1828 sur une place de Nuremberg, et qu'après avoir été séquestré, et dont le corps et le comportement témoignent d'une absence quasi totale de socialisation. Et ce cas, il vous intéresse parce qu'il permet de témoigner en creux du fait qu'on est dans le plus profond de nous-mêmes, en fait, finalement le résultat de l'inscription et de la sédimentation d'une histoire et du social. Ça, c'était en 2020. Et en 2021, vous publiez, toujours à la découverte, un deuxième ouvrage, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, profondeur, métamorphose et révolution de la vie affective. Et ce deuxième ouvrage, c'est un ouvrage dans lequel vous finalement revenez sur l'histoire des rapports entre histoire et psychanalyse depuis la fin du XIXe siècle. Et finalement, vous, dans cet ouvrage, vous appelez, de manière assez paradoxale, un approfondissement de ces rapports, après avoir montré à quel point il y avait un dialogue qui était finalement difficile entre ces deux disciplines. Vous appelez un approfondissement de ces rapports, notamment dans le fait que vous esquissez en fait la possibilité de trouver et de développer le terrain d'une enquête proprement historique autour de l'inconscient. Alors, on va revenir sur ces propositions et sur le contenu des ouvrages, mais alors d'abord, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur l'articulation entre ces deux ouvrages et à la fois dans leur rédaction et dans leur publication? Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'abord pour cette restitution très, très juste des deux ouvrages. Ce sont deux livres qui ont vraiment été, qui sont étroitement connectés, qui ont été pensés ensemble, qui ont été écrits l'un après l'autre, même si l'éditrice de la découverte a décidé de les sortir dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que j'ai d'abord écrit l'ouvrage apparemment le plus théorique sur l'inconscient, l'oubli de l'histoire, et ensuite j'ai cherché un cas plus empirique, j'ai travaillé au ras des sources pour le coup, pour illustrer un peu ma démarche de manière plus historienne. Mais finalement, voilà, ils ont été sortis l'un après l'autre, mais ils sont unis par une seule et même question que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir la question de savoir jusqu'à quelle profondeur de nous-mêmes, de notre corps, de notre psyché, le social et l'histoire viennent s'inscrire. C'est vraiment la question rectrice qui dirige, enfin voilà, les deux recherches, voilà, les deux ouvrages. C'est autour de ça, autour de cette question-là, qui m'anime depuis longtemps, que ça tourne. Et dans un cadre particulier, le cadre de votre HDR, c'est ça? Oui, absolument. Oui. C'était d'abord voilà, c'est dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches que j'ai effectuée sous la direction de Dominique Khalifa, qui est disparu depuis, et qui voilà, ces relations entre histoire et psychanalyse, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. J'avais un beau-frère argentin, et comme tous les Argentins, il était passionné de psychanalyse, donc j'ai découvert à son contact la pensée de Freud et Lacan. J'avais 21 ans, quelque chose comme ça, et puis je me suis concentré sur les débats, notamment autour de l'œuvre de Michel de Certeau, cette articulation histoire-psychanalyse. J'ai rencontré François Doss, Christian Delacroix, Patrick Garcia, que ces questions aussi intéressaient beaucoup. Donc, à cet âge-là, j'ai beaucoup réfléchi à cette articulation-là, tout en remarquant que les débats avaient souvent abouti à une impasse, à une impossibilité, parce que les historiens lisaient peu de psychanalyse, connaissaient Freud, bien sûr, mais pas si bien que ça, n'étaient pas convaincus, et moi non plus, par les incursions freudiennes sur le terrain de l'histoire et de beaucoup de psychanalystes après lui. Les historiens lisent peu Lacan.
et en sens inverse, hein, cette méfiance, cette indifférence, elle est aussi partagée du côté des analystes qui se préoccupent très peu d'histoire, hein, ou très peu des historiens, ou quand ils viennent sur le terrain de l'histoire, c'est souvent un champ de manœuvre pour vérifier les interprétations freudiennes ou lacaniennes de l'histoire, mais il y a une espèce de non-dialogue, un mur de silence, et donc je pensais pouvoir trouver justement une manière de dépasser cette aporie, de permettre l'interlocution des deux disciplines. Voilà. Et donc j'ai cherché ce chemin un certain temps, et puis j'espère avoir trouvé un chemin empruntable. Voilà. Un sentier au moins. Une voie. Une voie. La vôtre. Voilà. Mais l'étude de cas, du coup, qui vient après l'effort théorique, et cet effort théorique qui a informé la manière dont vous avez procédé pour Gaspard Hauser, avec cette prégnance dans le livre qui est paru donc, à la rentrée 2021, L'inconscient et l'oubli de l'histoire, de cette idée, ce concept d'inconscient. En fait, finalement, vous essayez vous posez la question de son historicité et finalement, vous reprochez à l'utilisation qui en est faite par les psychanalystes finalement en faire quelque chose d'invariable, un invariant, cet inconscient qui pourrait finalement être applicable partout, dans toutes les époques et à tous les contextes. C'est ce que vous reprochez à l'utilisation qui en est faite par les psychanalystes. Alors ça, c'est peut-être pas ici l'endroit d'en discuter, parce qu'on peut imaginer des psychanalystes qui pourraient, au contraire, montrer à quel point finalement l'inconscient est surtout une instance dynamique qui procède par la révélation de formations d'inconscient comme les rêves, les lapsus, les actes manqués, qui eux sont pris et produits par l'actualité et donc évoluent. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce que, en tant qu'historienne et historien, on a besoin de faire appel à ce terme. Pourquoi est-ce qu'il pourrait nous être utile? Pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas aux psychanalystes? Une bonne fois pour toutes. Peut-être si vous me permettez quand même de revenir sur ce que vous avez dit juste avant, qui me paraît très important, hein, parce que, et qui pourrait laisser, créer un malentendu, hein, que je peux avoir avec certains analystes, pas avec tous heureusement, hein, mais l'approche freudienne et même lacanienne, hein, de l'inconscient est dynamique, un psychodynamique. Et ce que j'aime d'ailleurs tant chez eux aussi, c'est la manière de prendre en compte l'historicité individuelle, hein, du sujet, sa trajectoire familiale notamment, hein, et donc un inconscient personnel qui est, vous l'avez dit, dynamique, hein, et donc qui est en histoire. Mais c'est plutôt la question de l'inscription de l'historicité collective, hein, de la place du collectif dans cet inconscient intrapsychique, individuel, si vous voulez. Et là, ce qui me pose problème, justement, et ça, c'est que Freud a laissé à la psychanalyse un postulat assez encombrant, un parti pris qui est enfoui dans les bas-fonds de la psychanalyse et qui a été relativement peu interrogé, voire très peu interrogé. Hein, c'est l'idée d'un inconscient invariable, d'un inconscient sans histoire, hein, que l'inconscient, ou ce que plus tard Freud appellera le ça, parce que l'inconscient ne sera plus un substantif, mais deviendra seulement ensuite un qualificatif, hein, mais voir dans l'inconscient ou dans le ça une entité sans histoire, avec au centre de tout ça un invariant transhistorique et transculturel qui serait le complexe d'Oedipe, hein, qui est le soleil central en quelque sorte de l'inconscient dans la vision freudienne, avec l'idée donc et c'est pour ça que les psychanalystes, quand ils se tournent vers l'histoire, vers les siècles passés, ont tendance à toujours voir du même, hein, parce qu'il y a un inconscient éternel en quelque sorte, hein, ils voient du même et non pas de l'écart, de la différence. Moi, ce qui m'inquiète justement dans ces incursions-là, et c'est pas d'ailleurs, c'est pas une attaque contre le Freud ou la psychanalyse, mais plutôt contre les modes de pensée non historiques dans les domaines de la psyché, dans les disciplines psychologiques. Hein, c'est cette non prise en compte d'abord de l'idée que le sujet, il n'existe pas un sujet transcendantal et transhistorique. Hein, le sujet, comme Foucault l'a bien montré, hein, le rapport de soi à soi, comme le rapport de soi aux autres, ne cesse de changer, hein, historiquement. Et donc, de montrer que notre vie psychique profonde, si on peut pas, quand on parle d'inconscient, il y a quelque chose d'un peu réifiant, notre vie inconsciente ou notre vie psychique profonde, si vous voulez, elle ne cesse de se transformer silencieusement à mesure que changent, que se transforment les structures sociales et politiques. Hein, Norbert Elias l'a très bien montré, que se transforment nos mœurs corporelles, la morale sexuelle, les seuils de pudeur, les seuils de l'intime, les seuils de tolérance à la violence, toutes ces transformations au long cours,
qui sont des transformations qu'on ne sent pas, c'est-à-dire qu'elles sont silencieuses, elles sont secrètes, mais elles fabriquent une histoire silencieuse, celle qui m'intéresse le plus au fond, font que nos économies psychiques évoluent avec ces évolutions, avec l'évolution des interdits et des désirs, des tabous sociaux, des mœurs, donc il faut absolument, en quelque sorte, réarticuler la psyché individuelle jusque dans son fond conscient avec l'historicité collective. C'est ça le mouvement du livre. Alors la notion d'inconscient, on pourrait en effet, j'ai hésité, alors je l'ai laissé dans le titre parce que, bon, évidemment, tout de suite, il y a aussi une interpellation que je cherchais à créer avec les analystes, mais pas seulement eux. Il y a la notion d'inconscient, c'est une facilité qu'on se donne, mais comme souvent, le corps aussi, c'est une facilité que l'on donne, les pulsions sont une facilité que l'on se donne pour désigner des choses qu'on a du mal à désigner sans cela. J'ai fait l'effort dans le livre de parler avant tout, d'en parler en termes, de ne pas élever l'inconscient à un substantif, même si à certains moments je le fais, mais plus comme un adjectif, pour parler de la vie inconsciente. Mais je partage pour le coup avec les psychanalystes et avec le freudisme, l'idée que je crois à l'inconscient comme réalité psychique, c'est-à-dire qu'une grande partie de nos comportements et de nos actions, de nos sentiments sont liés sont déterminés par une vie psychique inconsciente. Et que si on s'enferme, que ce soit dans les sciences sociales, à ne s'intéresser qu'aux idées, à la conscience, aux idées claires et distinctes, à la raison, on s'enferme dans un champ de fécondité relativement médiocre, et qu'on doit faire toute leur place aussi aux pulsions, aux émotions, aux désirs, aux fantasmes, aux obsessions, etc. Vous voyez, donc pour moi, il faut prendre en compte le tout de la psyché, le tout de la psyché, et ne pas s'arrêter juste en historien à ce qui seraient les formes conscientes en quelque sorte. Et c'est aussi, je crois, ce à quoi invitaient et Marc Bloch et Lucien Febvre. Marc Bloch disait il faut que les historiens ne s'arrêtent pas à la conscience claire des acteurs, mais plongent dans les obscures profondeurs de la vie mentale. C'est ce qu'il disait. Et au fond, je m'inscris complètement dans ce désir-là. Lucien Febvre, lui, disait, c'est une petite citation qui est en exergue du livre, il faut, je ne sais plus exactement comment c'est, mais il faut plonger dans les ténèbres de la psychologie et de l'histoire, plonger dans les ténèbres de la psychologie aux prises avec l'histoire. Ceux qui s'y plongeront retrouveront le goût de l'exploration. Et en gros, je ne cherche qu'à aller plus loin dans ce sens, qui était un peu le lancement de l'histoire des mentalités, lorsqu'il lançait ce programme-là, et donc de pousser le plus loin possible cette quête, en historien. En historien, et vous le faites aussi de manière collective, puisque vous avez parlé d'histoire des mentalités. Alors vous vous inscrivez plutôt dans le champ, je l'ai dit en introduction, de l'histoire des sensibilités. Et donc là, vous avez parlé de Lucien Febvre. L'histoire des sensibilités, c'est plutôt un héritage d'un autre grand historien français qui est Alain Corbin, qui fut votre directeur de thèse. Et après lui, donc, on a parlé, c'est de populariser cette idée d'histoire des sensibilités, donc d'exploration de la vie, de la psyché affective, et des fantasmes et des désirs. Ça, vous le faites de manière collective parce que vous vous inscrivez donc dans ce courant historiographique, aussi par le biais d'une revue qui s'appelle la revue Sensibilité, dont vous êtes un des cofondateurs en 2016 avec Quentin Deluermoz et Clémentine Wilde-Alnaquet. Et finalement, du coup, la parution de cet ouvrage joue un rôle un peu particulier au sein de cette histoire des sensibilités, parce que vous en êtes vraiment un des représentants principaux aujourd'hui en France. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, en 2021, vous réactualisez finalement ce questionnaire des rapports entre histoire et psychanalyse, puisqu'en fait, c'était un questionnaire qui a déjà été éprouvé, puisqu'il y a, vous en avez parlé, Michel de Certeau, en 87, qui écrit Histoire et psychanalyse entre science et fiction. Finalement, et puis dans les années 70, il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part des historiens pour la psychanalyse. On se pose la question de pourquoi maintenant ? Pourquoi rejouer et réactualiser ce questionnaire ? Est-ce que c'est pour aller pousser un petit peu plus loin l'ambition de l'histoire des sensibilités ? Oui, je dirais ça. C'est pour d'aller plus loin encore dans cette exploration. J'ai été très marqué, par l'histoire des mentalités, par Georges Duby, par Jacques Le Goff, par Ariès. J'ai des gens que je lis encore avec grand plaisir, même si à un moment, le problème de l'histoire des mentalités, c'est qu'elle a buté sur
sur le fait d'essayer de retrouver en quelque sorte ce qui serait l'homme ou la femme moyenne d'un temps, d'une époque. Et ce sont d'ailleurs des historiens des mentalités eux-mêmes qui ont dit, dès 1974, je crois Jacques Le Goff dit c'est une histoire, on ne sait pas s'il faut continuer à la promouvoir ou s'il faut, alors même qu'elle est naissante, ou s'il faudrait y mettre un point d'arrêt. Et après, il y a tout ce qu'on appellera l'histoire des représentations, et puis l'histoire des sensibilités, c'est à la fois complètement connexe, mais c'est moins pour retrouver les contours de la vie mentale, ce que disait Lucien Febvre en parlant de l'histoire des mentalités, que les contours de la vie affective. Donc, mais c'est cette tension entre le mental et l'affectif, ou le mental émotionnel, comme dit aussi Pierre Laborie. Mais Lucien Febvre avait lancé cette enquête-là en 1941, dans un article célèbre qui s'appelle « La sensibilité et l'histoire ». Et le sous-titre que j'utilise, il fait référence. Il disait « Comment écrire l'histoire de la vie affective d'autrefois ». Et il disait au fond, et il y voyait ça comme une histoire, une psychologie historique. Il disait au fond, il faudrait que les psychologues arrêtent de se projeter tels qu'ils sont dans le passé, mais qu'ils retrouvent les façons de sentir et de ressentir, les façons de s'émouvoir, d'éprouver du passé. Et donc c'était une invitation déjà aux psychologues, et il s'intéressait relativement peu à la psychanalyse, à aller dans ce sens-là. Et donc Corbin, lui, a appelé ça l'histoire des sensibilités. Il s'est concentré, il s'est concentré d'abord sur un geste qui m'a fasciné, c'est-à-dire il a sorti le sensoriel de l'âne historique. Il a montré que nos sens, nos perceptions sensorielles, nos goûts et nos dégoûts, nos seuils de tolérance aux odeurs, à la vue du sang, au spectacle de la souffrance, tout ça avait une histoire. Et au fond, je me suis dit, mais alors si nos corps ont une histoire, si nos corps sont tout imprimés d'histoire, si nos affects pris dans toute la gamme, les sensations, les émotions, les sentiments ont une histoire, alors pourquoi notre vie psychique, elle, échapperait-elle à l'histoire? Et au fond, ce que je regrettais un petit peu dans l'histoire des sensibilités, c'est que bien souvent, elle n'aille pas au bout complètement du raisonnement, c'est-à-dire qu'elle soit toujours un peu mal à l'aise quand elle parle de pulsion, de vie psychique, d'inconscient. Il y avait comme un évitement dans l'histoire des sensibilités à aller vers ces zones-là, parce que les choses n'ont pas été vraiment clarifiées, à mon sens. Donc c'est un effort de clarification pour dire, voilà, il me semble, et il m'a semblé petit à petit que l'histoire de la vie affective ou l'histoire des sensibilités était un moyen pour sortir justement des apories que vous évoquiez, entre l'histoire et la psychanalyse. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Il y a des très grands historiens qui se sont passionnés pendant 4-5 ans pour la psychanalyse, et il y avait Emmanuel Leroy-Ladurie, Wilfried Lander, Alain Besançon qui était très investi, Jean Delumeau, Alphonse Dupont, enfin des grandes figures, mais qui pour la plupart en sont revenus très vite. On dit, non, en fait, il y a une impasse. Ils ont pas mal d'ailleurs renié les livres de cette époque, Wilfried Lander, Alain Besançon ont renié leurs livres. Et pourquoi? Parce ce sont quand même des historiens, c'est des spécialistes des changements, des variations historiques, sociales, culturelles. Ils étaient face à une discipline qui tend à montrer que l'homme finalement ne change pas, ou très peu, à travers le temps. Donc il y a comme une espèce de point de blocage là, et c'est de cette tension-là que j'ai proposé de sortir, en disant, mais au fond, et en disant notamment aux psychanalystes, mais en fait, toute la psyché, toute l'économie psychique, l'économie affective, pulsionnelle, psychique, est en proie, elle aussi, à un devenir historique. Il faut réviser, en quelque sorte, nos modes d'appréhension des psychés des femmes et des hommes d'autrefois, non pas tant voir le même dans une espèce de mouvement d'identification avec les femmes et les hommes du passé, mais de voir justement quelles étaient leurs propres tensions psychiques, leurs conflits intérieurs, leurs névroses, même si le terme est anachronique pour la plupart du temps. Mais donc l'idée du livre, c'est de montrer notamment qu'il n'y a pas des névroses intemporelles, des névroses éternelles, mais des névroses d'époque, des troubles d'époque, si vous voulez, des névroses de classe, des névroses de genre, bref, de réhistoriciser tout ça en permanence. Mais ça a été l'objet de débat entre vous, le fait de donner cette place-là à la psychanalyse. Est-ce qu'il y en a parmi vous, au sein de l'histoire des sensibilités, qui juste ne veulent pas ne veulent pas en entendre parler. Je pense pas, du coup j'en ai pas tant débattu, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes attachements. Je suis pas, c'est un rapport que je dirais un peu compliqué à la psychanalyse. Vous comprenez que j'y suis à la fois très attaché, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'elle disparaisse, comme on en parlera peut-être, mais comme ça pourrait être le cas, vu qu'elle est attaquée de toutes parts. Elle a toujours été attaquée de toutes parts. Elle a toujours vécu d'ailleurs un peu sur ce mode de la citadelle assiégée, mais la neuroscience, la psychologie cognitive, etc. sont en train de prendre le pas sur elle. Elle a beaucoup de mal à rester dans les départements universitaires, etc. Bref. Et donc, pour revenir à votre question, on est certain, je pense à Thomas Dodman, qui lui s'intéresse beaucoup à la psychanalyse, Clémentine Vidal-Naquet participe d'un effort aussi avec Stéphane Audouin-Rousseau et Emmanuel Saint-Fucien
pour mieux comprendre ce qu'on appelle les guerres transmises et la transmission des traumas psychiques liés à des grands événements, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la guerre d'Algérie, tout au long des générations, comment des traumatismes se transmettent familialement, et parfois jusqu'à des générations qui n'ont pas vécu les événements en question. Donc ce sont des questions qui l'intéressent. Il n'y a pas de débat immense entre nous, c'est un livre qu'ils ont découvert, pas tous, mais tout récemment aussi. Alors, est-ce que voilà, nous allons en débattre, nous verrons. Et je pense qu'on n'est pas tous impliqués de la même façon dans l'envie de dialogue avec les psychologues ou les psychanalystes, mais j'ai monté un groupe avec une analyste, une amie analyste qui s'appelle Elisabeth Serin. Il y a une vingtaine de psychanalystes et à peu près une quinzaine d'historiens, sociologues, philosophes qui vont se rencontrer tout au long de l'année, 7 ou 8 fois, et puis encore l'an prochain. Et tous les gens de l'équipe de sensibilité font partie de ce groupe. Donc j'imagine qu'ils ont quand même une curiosité suffisante, même s'ils le font aussi sans doute par amitié, pour amitié pour moi. Oui, et là, du coup, on en vient à un point important. Et d'ailleurs, vous avez commencé à le soulever par rapport à cette question des neurosciences. Il y a quand même chez vous un souci de la psychanalyse, une inquiétude face à la manière dont aujourd'hui la psychanalyse pourrait être recouverte par le développement des neurosciences. Et là, vous parlez aussi de la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec des philosophes, avec des historiens et des psychanalystes. C'est une manière finalement de mettre la psychanalyse sur le même plan disciplinaire que l'histoire, que la philosophie. Dans le livre, vous parlez aussi longuement de l'anthropologie, vous parlez aussi longuement de la sociologie, puisque vous parlez de Norbert Elias, beaucoup. Finalement, vous faites de la psychanalyse une discipline... Vous la mettez au même plan que les disciplines académiques traditionnelles. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans du fait finalement de retirer à la psychanalyse la spécificité de la cure, notamment dans le fait que dans la cure s'engage par exemple la mise en œuvre d'un transfert entre l'analyste et l'analysant, et ça c'est quand même assez irréductible. Bien sûr. Alors, je vous remercie pour votre question qui est très, très, très belle. Alors, elle a plusieurs articulations. Je vais parler d'abord de mon inquiétude, peut-être, pour la psychanalyse. Dans les disciplines psychologiques, c'est celle qui fait le plus attention à la question du sens, de la signification et du symbole. Et au fond, ce que j'ai voulu faire, avant tout, je crois, c'est de dire l'inconscient n'est pas seulement la propriété des psychanalystes. Évidemment, c'est par eux, c'est par Freud qu'on a découvert. Et pas seulement par Freud, la notion d'inconscient est très présente au XIXe siècle, chez les romantiques, chez les philosophes, chez certains psychologues, mais l'idée donc qu'il y a une vie psychique souterraine qui détermine pour une part importante nos actions, pas complètement, mais pour une part importante nos actions. Ça, j'y tiens beaucoup, mais après, une fois que les psychanalystes nous ont mis face à cette notion d'inconscient, les sociologues ont travaillé sur ce qu'on appelle l'inconscient social. Et puis les anthropologues, ils sont intéressés aussi à l'inconscient culturel, c'est-à-dire au façonnement par la culture, notamment chez les enfants, de leur vie psychique et de leur personnalité psychique, le façonnement culturel de la personnalité psychique. Mais à force, chacun travaille son petit bout d'inconscient, en quelque sorte, si vous voulez. L'inconscient social des sociologues, l'inconscient cérébral des neuroscientifiques, l'inconscient culturel des anthropologues. Alors les historiens... Lévi-Strauss disait les historiens n'ont pas accès à l'inconscient des pratiques sociales. Ça ne va pas empêcher certains historiens, je pense à Alphonse Dupont ou Jean Delumeau, de travailler autour de la notion d'inconscient collectif, même si je ne la partage pas. Mais voilà. Et l'idée, cette parcellisation de notre vie inconsciente me semble complètement obsolète. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est nos carcans disciplinaires qui créent des formes d'aveuglement et qui font qu'on va travailler chez un individu sur des parcelles d'inconscient. On considère toujours que celle de notre discipline est la plus importante, évidemment, alors même que dans notre vie psychique, toutes ces dimensions se mêlent, s'entremêlent, s'enchevêtrent. Et donc il faut décloisonner les disciplines, les regards disciplinaires, il faut sortir de ces carcans disciplinaires pour arriver, et je ne sais pas du tout si j'y réussis, mais c'est cette idée-là, c'est pour ça que je travaille vraiment un peu aux confins des disciplines, de la psychologie, de la psychologie sociale, de la psychanalyse, de l'anthropologie, de la sociologie. Je travaille aux périphéries, aux confins de ces disciplines-là, pour essayer justement de sortir de ces aveuglements, pour essayer de créer un lieu commun de discussion, et pour ne pas parcelliser en quelque sorte notre savoir sur la vie psychique. Mais il n'y a aucun des autres savoirs académiques qui
est lié à une cure et à pardon, un transfert. oui. Alors, pour revenir, donc, je n'ai pas répondu à votre spécificité question la spécificité même de la question de la cure. Alors, je suis complètement, absolument d'accord. Hein. Donc, la psychanalyse n'est pas qu'une discipline théorique et qui s'enseigne à l'université. Elle est d'abord une pratique. Et en cela, elle a des effets bien plus importants souvent que nous ne pouvons en avoir nous. Mais ce que je tiens à dire, notamment aux psychanalystes qui souvent me disent, mais c'est bien beau vos élucubrations théoriques, mais dans la pratique, moi, dans ma cure, tout ça, ça ne m'importe pas tellement. Je suis face à des personnes qui souffrent et j'essaye de leur permettre d'échapper à leur souffrance, à leur tension, à la contradiction névrotique qui est la leur, hein, pour permettre de les libérer en quelque sorte de cette tension qui est là. Il n'empêche qu'un analyste, même quand il est tout seul avec son patient dans son cabinet, il emmène avec lui une certaine philosophie. Hein. Il n'y a pas une pratique qui n'est pas irriguée par une philosophie. Je ne dis pas qu'il a tout le temps en tête tout le cadrage théorique lacanien, par exemple, ou autre, mais on n'a pas. C'est comme nous, les historiens, souvent beaucoup d'historiens disent « Oh, moi je ne me mêle pas de théorie, hein, je suis un artisan, j'ai un savoir-faire. Hein, » et donc, mais en fait, quand on choisit un objet, quand on découpe un objet dans le tissu du monde, quand on choisit une périodisation, quand on choisit dans une archive ce qui est signifiant, ce qui ne l'est pas, on prend tout un tas de décisions philosophiques. Il ne faut pas laisser ces décisions à une philosophie spontanée ou implicite. Et un analyste, dans son cabinet, il prend plein de décisions de ce type-là, hein, décisions d'interprétation notamment, qui sont des décisions philosophiques. Il y a une philosophie implicite. Et donc, c'est une invitation à prendre davantage en cause, là en considération, les effets de la société sur notre psyché. Hein, et la question, un sujet, pour moi, il ne doit pas seulement être envoyé à son histoire familiale, à son roman familial. Hein. Ce qui me dérange dans la psychanalyse, c'est le repli familialiste, hein, cette espèce de réductionnisme de la société au familial. La société, ce n'est pas la famille. On ne peut pas ramener toujours les figures sociales qui nous environnent à des substituts du père, de la mère, de la sœur, du frère. La complexité du monde social, il faut la prendre en compte en lisant de la sociologie. Hein, et donc c'est ça aussi que j'essaye de faire valoir, hein, et de dire, voilà, il faut réintégrer le monde extérieur, en quelque sorte, dans la scène du cabinet. De même, si vous me permettez encore une dernière chose, j'y réfléchissais pas plus tard qu'il y a une heure, c'est qu'il me semble que le corps est le parent pauvre, hein, dans la psychanalyse. Hein, alors bien sûr, Lacan a travaillé un peu sur la question de la manière dont le langage... des effets du langage sur le corps, hein, mais le corps en dit autant sur l'inconscient que la parole, que le langage. Notre complexion corporelle, notre démarche, notre souffle, l'expression de nos émotions, nos gestes, tout ça est très signifiant du point de vue de l'inconscient. Mais qu'est-ce qui se passe dans une cure quand on délaisse le corps, le patient, il est de dos, on ne voit pas son visage, il est allongé, il ne bouge pas, et on se prive de tout un tas d'informations pourtant très intéressantes pour mieux saisir la vie de l'inconscient. Et donc je serais même tenté de dire, inventons d'autres formes de cure que celle qui a lieu entre un analysant couché et un analyste dans son fauteuil. On pourrait estimer que ça ne suffit pas. Vous vous adressez aussi, vous adressez aux historiens, mais aussi aux psychanalystes, pleinement. Il y a deux adresses dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a toute cette question de l'historicité de l'inconscient qui est présente dans votre livre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et notamment, il y a un chapitre que vous consacrez à la manière dont les historiens se sont servis de la psychanalyse. Ce chapitre s'appelle « Spectre de Freud » et vous montrez finalement... que des historiennes, par exemple, comme Nicole Leroux, sont beaucoup servies, même dans la terminologie de la psychanalyse, ont assumé pleinement des termes psychanalytiques, l'utilisation de ces termes psychanalytiques. Mais vous parlez aussi de Carlo Ginzburg, qui, avec son paradigme indiciaire, finalement, fait une analogie entre la cure, le travail de cure et le travail de recherche dans les sources. Alors finalement, cette analogie dressée par Ginzburg, elle ne va pas de soi. C'est pas du tout évident que finalement le travail de l'historien et le travail de l'analyste pourraient être similaires. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus ?
peut-être dire ceci, parce qu'il y a quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est que la psychanalyse a eu des effets sur nos manières d'écrire l'histoire que la plupart des historiens n'ont pas en tête, n'ont pas reconnu. Et c'est parce que ce n'est pas des effets directs de la psychanalyse. C'est-à-dire que la rencontre les psychanalystes et les historiens a donné peu de choses. Mais l'imprégnation culturelle de la psychanalyse dans nos sociétés, dans les années 60, 70, 80 et au-delà, a fait que petit à petit, les historiens d'abord se sont intéressés à des objets d'histoire auxquels ils ne s'intéressaient pas beaucoup. La vie privée, l'intime, le vécu, voilà, les histoires de famille, les grands-parents qu'on n'a pas eus, l'histoire des pères, des mères, voilà, toutes ces questions-là, hein, d'abord, donc l'histoire de la vie privée, hein, notamment. Voilà. Donc la psychanalyse nous a apporté des nouveaux objets, déjà. Elle nous a apporté ensuite, je crois, un rapport aux sources très différent. C'est-à-dire que nous sommes devenus moins naïfs, en quelque sorte, à l'égard des sources. C'est-à-dire que nous sommes particulièrement attentifs aux non-dits des archives, non-dits des sources, au latent, au caché, au tu. Alphonse Dipron disait, grâce à la psychanalyse, nous savons désormais, nous historiens, que le silence parle. Hein, et ça, je trouve que c'est fabuleux, et c'est vrai. Je pense que la psychanalyse, et là vous parlez de Nicole Leroux notamment, hein, nous a apporté aussi une notion très riche, celle d'après-coup. Hein, d'après-coup, c'est avec l'idée que l'événement, on n'en a jamais fini avec un événement. Hein, c'est un peu l'idée que l'inconscient n'oublie rien, hein, ce que disait Freud, c'est qu'un événement, en fait, il ne cesse de se métamorphoser dans la mémoire individuelle, mais aussi dans la mémoire collective. Hein, l'événement est toujours pris dans la dialectique de la mémoire et de l'oubli, hein, pour reprendre des questionnements de Nicole Leroux. Hein, et les historiens, longtemps avant, s'intéressaient essentiellement aux origines, aux causes des événements. Et de plus en plus, on considérait l'événement du côté de l'aval, hein, de l'événement. Hein, c'est aussi ce que fait, par exemple, Henri Rousseau, qui est très versé dans la psychanalyse, dans son livre Le syndrome de Vichy. Hein, il s'intéresse Pour vous rappeler que même l'utilisation du terme syndrome est déjà une manière de se positionner. Complètement. Alors il dira, voilà, j'ai fait un usage métaphorique de catégorie freudienne, mais voilà, il s'intéresse à son livre sur Vichy commence en 1944, au moment où s'arrête le régime. Et ensuite, il fait l'histoire des métamorphoses du régime de Vichy dans la mémoire collective des Français. Voilà, d'abord refoulement, puis retour du refoulé, puis obsession, puis syndrome, etc. Des catégories analytiques qu'il emploie de manière métaphorique, mais avec une certaine, je trouve, capacité explicative, enfin quelque chose d'intéressant. Hein. Donc l'histoire des métamorphoses mémoriales, hein, d'un événement. Et puis il y a autre chose, c'est que je pense que la psychanalyse nous a apporté ça aussi, une espèce de conscience accrue, une réflexivité accrue dans notre travail. Ce n'est pas par hasard si on nous impose aujourd'hui dans la HDR, notamment dont on parlait tout à l'heure, hein, une forme d'égo-histoire. Hein. Pierre Nora avait lancé ce qu'on appelle les égo-histoires à quelques grands historiens en 1987. Il leur a fait écrire des chapitres voilà, en essayant de créer le lien entre l'histoire qui les a faites et l'histoire qui les ont écrites. Est-ce qu'il y aurait eu des égo-histoires sans l'imprégnation de la psychanalyse? Je ne suis pas certain. Et aujourd'hui, il se trouve que tout chercheur en histoire, à un moment ou à l'autre, doit faire ce geste-là, hein, ce geste-là d'une égo-histoire, à mieux relier, et notamment son histoire familiale, à l'histoire qu'il écrit. Mais du coup, c'est comme si on a appris quelque chose, c'est une sorte de torsion du savoir sur lui-même, c'est-à-dire à réinterroger le savoir, hein, depuis c'est pas du tout un hasard si beaucoup de chercheurs contemporains en histoire notamment parlent souvent font des états des lieux, des états de l'art sur l'historiographie de telle ou telle chose. Voilà, là, il y a un refus de voir, notamment dans la sphère de l'histoire de la violence, un refus de voir, un déni, une dénégation, des termes totalement psychanalytiques. Hein, c'est-à-dire, au fond, de plus en plus de regarder nos champs disciplinaires à partir de ce qu'on n'a pas pu voir, on n'a pas voulu voir. Hein. Et c'est très juste dans l'histoire de la guerre ou l'histoire de la violence, ça me paraît très très juste, hein, l'histoire des refus de voir. Et donc, cette histoire-là, d'où vous venez aussi. D'où je viens, oui, complètement. Premiers travaux sur la guerre et l'imaginaire de la guerre. Et on avait notamment essayé, à travers, avec Christian Ingrao et Quentin Delermoz, avec qui je travaille beaucoup, ce sont deux amis, deux collègues, mais deux amis surtout, autour d'une notion qui s'appelait celle de la notion de paroxysme, hein, qui me semble avoir beaucoup à faire à toutes ces histoires-là. Hein, on s'était intéressé justement à tout ce que les historiens n'aiment pas voir ou regarder en face, sans scier, dirait Christian Ingrao. On s'était intéressé, voilà, c'est Alain Cormac qui disait, voilà, les historiens ont longtemps refusé les paroxysmes corporels. D'un côté, du côté de la sexualité, ils ont longtemps hésité à entrer dans les chambres à coucher, hein, préférant faire de la démographie. Enfin, c'est très intéressant, la démographie historique, hein, moi ça m'intéresse beaucoup. Mais finalement, on savait peu de choses des pratiques sexuelles des femmes et des hommes d'autrefois, voilà, dans leur chambre. Voilà, donc, refus des paroxysmes corporels du côté du sexuel, mais aussi du côté de la violence. Hein, et une difficulté à écrire une histoire du massacre, du supplice, des violences extrêmes sur le champ de bataille, des choses dans lesquelles beaucoup de gens se sont lancés. Hein,
Il y a par Alain Corbin autour notamment du village des cannibales, je pense à Denis Crouzet sur les guerres de religion, aujourd'hui à Jérémy Foa, dans son grand livre tout récent, Tous ceux qui tombent, mais Stéphane Audouin-Rousseau, Christian Ingrao, et beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Et cette notion de paroxysme, tout d'un coup, j'ai mis du temps à le comprendre, je me suis dit, mais c'est bizarre, elle désigne au fond tout un tas de choses qu'on a du mal, évidemment, à interpréter historiquement, parce qu'elles sont très chargées aussi, effectivement. C'est-à-dire que les effets de ces objets sur le chercheur sont très puissants aussi, elles sont pleins d'affect, donc il faudrait même objectiver aussi cette relation à l'objet-là, à ces objets de recherche qui ne sont pas des objets neutres, qui sont des objets un peu... comment dire, qui sont inflammables, si on veut dire. Voilà. Et il me semble que, qu'est-ce qu'avaient fait les historiens dans les années 70 ? Ils avaient utilisé les notions de la psychanalyse à des endroits précisément où ils avaient du mal à interpréter avec l'histoire économique et sociale et traditionnelle, c'est-à-dire notamment quand ils avaient affaire à la sorcellerie, à la possession, au massacre, aux violences extrêmes. Souvent, ils usaient de la psychanalyse, de concepts psychanalytiques au grand regret de Michel de Certeau, il dit voilà, qu'il finissait par imposer en disant voilà, on va utiliser la psychanalyse, ce savoir supposément savant, pour toutes ces situations paroxystiques qu'on ne comprend pas. Et Michel de Certeau dit oui, ça circonscrit l'inexpliqué, mais ça n'explique rien. Et du coup, je pense que cette histoire du paroxysme, elle est très liée aussi à ce que j'essaye de faire. Et voilà, j'essaye d'aller le plus loin possible, en quelque sorte, dans cette historicisation du paroxysme, et avec en tête cette maxime de Cicéron, l'historien ne doit rien refuser de voir. L'historien ne doit rien refuser de voir. Je pense que c'est un mantra qui me paraît qui est important pour l'histoire qu'on pratique. Voilà. Justement, alors, pour finir peut-être sur ces propositions dont j'ai parlé au début, parce qu'en fait vous faites des propositions aussi pour la discipline dans votre ouvrage, et ça passe notamment par des chapitres que vous intitulez un peu différemment parce que vous les appelez post-scriptum, et il y en a un dernier post-scriptum que vous appelez terrain d'enquête et gisement documentaire, dans lequel en fait vous invitez les historiens et les historiennes à se plonger plus profondément dans l'histoire de la psyché affective et vous répertoriez les différents types de sources sur lesquelles en fait on pourrait travailler. Donc voilà, au départ vous parlez des correspondances, des écrits de soi, des autobiographies, l'iconographie, mais également les cabinets de curiosité ou les cabinets d'objets fétiches à destination sexuelle plutôt. Et puis après voilà, vous parlez aussi du fait qu'on pourrait s'intéresser aux écrits des analysants eux-mêmes et aussi aux écrits des analystes, et donc potentiellement aux carnets de notes produits lors des séances. Vous posez la question de savoir est-ce que ce serait pas intéressant de travailler là-dessus. Alors est-ce que déjà vous considérez que ces carnets comme des documents historiques à proprement parler, et en fait la question qu'on se pose c'est est-ce que finalement ce serait pas la source manquante pour pouvoir finalement venir d'une certaine manière prouver l'historicité de l'inconscient, une source qui vous manque et qui pourtant en fait finalement aujourd'hui on aurait l'impression avec notamment le renouveau des collectes de rêves, comme le travail que fait Bernard Lahire sur le modèle de Charlotte Berhardt avec Rêver le Troisième Reich. En fait, finalement, c'est une autre forme de collecte et d'enquête sur l'inconscient qui n'est pas celui de l'analyse, qui est quand même où en fait, finalement, ces carnets, ils disent beaucoup du transfert et de ce qui se joue en séance. Mais quand même, il y a ce manque, peut-être, chez l'historien pour saisir l'inconscient de ce qui se passe en séance, quoi. J'entends complètement ce que vous dites. Alors, ce qui me paraît important d'abord de dire que l'idée du livre, c'est pas d'emmener des centaines d'étudiants avec nous dans cette aventure-là. Je veux dire, c'est pas, ça reste un territoire limite de l'historien, et je pense qu'il y a bien d'autres choses aussi à faire en histoire que s'amuser à faire d'une histoire de l'inconscient. Mais de dire néanmoins que notre vie psychique inconsciente a une histoire et qu'on peut peut-être arriver à l'écrire, c'est-à-dire de repousser le front de la recherche historique, me semble très important. Cette idée que, au fond, et ça c'est capital, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, l'histoire de l'inconscient, c'est bon, montrer que l'inconscient est histoire, c'est déjà une chose.
Mais après, bon, si l'inconscient c'est lié à l'oubli, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de, en quelque sorte, c'est une histoire mort-née. Et ce que j'essaye de montrer justement, c'est que même pour un psychanalyste, même pour Freud lui-même, l'inconscient n'est jamais connu que de façon médiatisée, c'est-à-dire qu'il n'est jamais connu que par le truchement de la conscience. Il n'est connu par des lapsus, par des maux d'esprit, par des comportements pathologiques, par des symptômes névrotiques, il est connu par des rêves. Donc il y a des voies d'accès vers la vie inconsciente, la vie, ou si vous voulez, la vie psychique souterraine, la moins consciente, si vous voulez. Et à partir de là, d'abord on peut emprunter toute une série de voies, c'est-à-dire, vous l'avez répété, c'est-à-dire que toutes ces choses-là ne sont pas inatteignables pour l'historien. On peut faire une histoire des addictions, une histoire des phobies, on peut faire une histoire des rêves, j'ai essayé de m'y employer, après d'autres, je pense à Jacques Le Goff ou à Jean-Claude Schmitt, mais on peut faire une histoire des rêves, c'est évidemment pas la même chose que d'être face à un rêveur comme l'est Bernard Lahire ou comme le sont les analystes, qui peut associer, qui peut faire des libres associations, raconter aussi ses restes diurnes, ce qu'on appelle les restes diurnes, c'est-à-dire son vécu des jours précédents qui permet d'éclairer le rêve. C'est vrai qu'un historien face à des récits de rêve, alors tant mieux s'il en a en série, parce que c'est toujours plus facile d'étudier des séries de rêves que d'étudier un rêve unique. Et évidemment, quand on fait l'histoire des rêves, on fait une histoire assez conjecturale, une histoire indiciaire, une histoire qui ne peut pas avoir un statut scientifique en béton armé, de fait. Donc il y a tout ça, il y a quand même des corpus assez grands, il y a tous les corpus des égo-documents, évidemment, la correspondance, les journaux intimes, les mémoires, les carnets. On peut documenter les phobies, les angoisses, les effrois, les névroses avec tout ça. De même qu'on peut s'intéresser aux images, les images des hystériques, comme l'a fait Georges Duberman, où on peut tout à fait s'intéresser à l'évolution des pièces de la maison. C'est très intéressant, parce que ça dit une histoire de l'intime, des seuils, des passages, où sont les sens interdits, les sens giratoires dans une maison. Pourquoi tout ce qui a trait au désentassement des lits, par exemple, comme dit Alain Corbin, c'est-à-dire qu'à un moment, longtemps, on a dormi dans une même pièce, à plusieurs, bien souvent aussi plus nombreux dans un même lit, longtemps aussi nus, sans en éprouver de honte. Invention de la tenue de nuit au XVIIe siècle, qui se répand progressivement sociologiquement, je dirais, de haut en bas de l'échelle sociale. Mais par exemple, quand Freud décrit le trauma de la scène coïtale des parents, notamment qu'il voit derrière la névrose de l'homme au loup, cette effraction-là, elle est pensable au XIXe siècle, mais je veux dire, pour des enfants qui dormaient dans les mêmes chambres que les parents pendant tous les jours, etc., est-ce qu'elle a le même pouvoir d'effroi que pour un enfant qui ouvre tout d'un coup une porte qu'il n'a pas le droit d'ouvrir et qui assiste à cette fameuse scène? Donc, tout ça, c'est à mettre en histoire. C'est ce que j'essaye de faire. Et donc, je me sens très proche, par ailleurs, du travail de Bernard Lahire, avec qui je communique beaucoup. On a dirigé un numéro commun qui s'appelle La Société des rêves, un numéro de sensibilité, où on cherchait justement, lui, à sociologiser les rêves, et puis moi, de mon côté, avec d'autres, à essayer d'historiciser les rêves, en disant qu'il y a des couches du rêve que la psychanalyse ne prend pas en compte. Il y a du social, il y a de l'histoire qui s'invite dans notre vie onirique. Et ce que j'essaye de dire, notamment, c'est que ce qui m'insupporte, c'est quand certains interprètent des rêves à des siècles de distance sans rien savoir des mœurs, des sensibilités, des imaginaires d'un temps. Pour moi, ce que je cherche à faire, je ne crois pas à l'existence d'un répertoire transculturel, transhistorique de symboles qui permettrait d'ouvrir et d'interpréter les rêves à travers les siècles ou dans toutes les sociétés. Je crois justement qu'il faut réarticuler les significations du rêve à l'imaginaire social d'un temps, aux évolutions de l'imaginaire social du temps. Si je prends un exemple, nos rêves, ils se sont très largement laïcisés, déchristianisés. Par rapport aux rêves médiévaux qu'on peut étudier Jean-Claude Schmitt et Jacques Le Goff, par exemple, où longtemps les deux polarités du rêve, du paysage onirique, c'est l'enfer et le paradis. Vous rêvez peu d'enfer et peu de paradis, je pense. En tout cas, c'est pas trop mon cas. Et justement, Alain Corbin et Dominique Khalifa ont montré, notamment Alain Corbin dans l'histoire de la vie privée, que le pôle édénique au XIXe siècle, du fait d'une déchristianisation qui est lente, mais devenait des rêves de jardin, des rêves de paysages paisibles, etc. Et le pôle infernal était très lié à l'imaginaire des bas-fonds qu'a étudié Dominique Khalifa. Donc il faut réarticuler la production onirique des rêveurs aux évolutions de l'imaginaire social, et sortir de toutes les théories des archétypes intemporels ou des schèmes. Alors il peut y avoir des schèmes de longue durée, je pense que la peur des loups, ça peut être quelque chose qui peut être pluriséculaire, qui peut être présent, ou la peur de la peste, ou je sais pas. Moi, j'ai fait aussi des collectes de rêves récemment, les rêves de Confin, avec une amie analyste. Et donc on a pu voir aussi parfois des frayeurs au long cours s'exprimer, mais aussi des choses qui sont très contemporaines, qui sont liées aussi à nos sensibilités contemporaines. Et j'en reviens à Bernard Lahire, dont je me sens très proche dans son travail. Il a sa chance en tant que sociologue d'avoir pu
non pas comme analyste, mais comme sociologue, interrogé très longuement, je crois 13 rêveurs, il n'y en a plus que 8 dans le dernier livre, dans La part rêvée, mais d'avoir un échange de très longue durée avec des rêveurs, ce qui évidemment est impossible à un historien, et je le regrette, mais c'est malheureusement ma position. Et donc on en restera à nos sources, disons, traditionnelles. Ah oui, peut-être, je peux juste rajouter quelque chose que vous avez évoqué, qui me semble très intéressant, c'est l'idée que, d'abord qu'on peut se servir des écrits des psychanalystes comme de sources historiques à part entière. On le fait quand on fait de l'histoire de la médecine, on se sert des écrits des médecins. Quand on fait l'histoire de la psychiatrie, on se sert des écrits des psychiatres et on considère que ce sont des sources historiques à part entière. Je ne vois pas en quoi les écrits des psychanalystes ne pourraient pas nous servir, notamment pour prendre en compte l'évolution des pathologies, des symptômes. Ça, on peut, même si évidemment il y a plein de choses qu'on ne trouve pas dans les écrits des analystes parce qu'on n'aura pas les noms des personnes en question. Mais les sources des historiens, elles sont toujours biaisées, elles sont toujours du côté du manque. Les antiquisants savent quelque chose. Il y a toujours du manque. Mais on peut tout à fait essayer de les faire parler. Et puis l'autre chose que vous évoquiez, ça on peut terminer sur cette invitation, c'est l'idée qu'ils doivent dormir, sans doute dans beaucoup de maisons, sous les lits, derrière les bibliothèques ou dans les armoires familiales, des carnets d'analysants, soit des carnets de récits de rêves, soit des carnets de réactions au XXe siècle et au XXIe siècle à l'analyse en train de se faire, et que ces carnets, j'aurais presque envie de lancer une grande collecte un jour pour permettre à nous, historiens, d'écrire l'histoire de ces tensions psychiques, de ces frustrations, de ces névroses, de ces fantasmes, de ces désirs inaboutis ou au contraire réalisés. Ça serait formidable d'avoir ce matériau-là. J'imagine aussi que, pour les historiens du XXIe siècle, Facebook fera je pense pas que ce sera, je ne sais pas ce qui sera archivé, mais c'est pour écrire une histoire du sujet du XXIe siècle, ça serait juste une source incroyable. Très bien, merci beaucoup Hervé Majorelle. C'est moi. Merci beaucoup pour vos questions.